Alors, donc, je voulais réfléchir avec vous sur un sujet que j'ai choisi pour cette présentation qui s'intitule Communauté d'apprentissage des maîtres au Mali, une stratégie alternative et innovante de formation continue. Donc, à travers cette question, je voulais réfléchir avec vous sur une autre stratégie alternative, en tout cas une formation continue qui n'est pas décidée par les hauts, mais qui vient des anciens vers les hauts, en quelque sorte. Donc, voilà. Donc, ma présentation va obéir au plan suivant. Je vais essayer de faire en fait une contextualisation. Pourquoi au Mali, dans le contexte éducatif malien actuellement, on a la formation continue des anciens constitue en tout cas un enjeu important. Je vais vous décliner ensuite les problématiques et puis les objectifs. Aussi vous présenter c'est quoi la communauté d'apprentissage des maîtres au Mali, ma méthodologie de recherche, les résultats et aussi quelques recommandations qui pourront être complétées par tout et chacun. Alors, à un moment donné, je crois dans les années 90-2000, le Mali a recruté massivement des enseignants qui n'ont pas de formation initiale. C'était en tout cas pour atteindre ce qu'on a appelé globalement dans les années 90, notamment avec l'UNESCO, la conférence de Yaoundé ou de Dakar, où on voulait atteindre la scolarisation universelle pour 2015, et aussi en tout cas où le Mali avait programmé et fait. Pour atteindre en tout cas cet objectif, le Mali a mis en place un programme qui s'appelle le PRODEC, le programme décennal pour le développement de l'éducation. Mais en même temps aussi, il y avait ce qu'on appelle en fait les programmes d'ajustement structurel qui avaient fortement impacté en tout cas la capacité du secteur éducatif malien, parce que par l'application des mesures de ces programmes, le Mali avait de 8 centres de formation au Mali, on les appelle avec les instituts pédagogiques d'enseignement général. Donc, on avait 8 et le Mali en a fermé 5, il ne restait que 3. Donc, et en plus de ça, le Mali avait mis à la retraite anticipée 1 millier d'enseignants, de fonctionnaires publics. Donc, ce qui a fait que pour atteindre les objectifs du PRODEC, en tout cas, l'éducation universelle, le Mali devrait en tout cas recruter beaucoup d'enseignants. Donc, les enseignants qui sortaient en tout cas de ces rares maisons de formation ne suffisaient plus. Donc, on a eu recours à des enseignants, notamment les recalés de bac ou encore les anciens élèves, en tout cas des différentes écoles de formation de professionnels. Voilà. Globalement, voici en quelque sorte le contexte et qui nécessite en tout cas parce que comme problématique, en tout cas, c'est la question qu'on se pose ensuite, comment est-ce qu'on va professionnaliser ces milliers d'enseignants qui exercent en fait dans nos écoles sans avoir de formation initiale et comment aussi, de ce fait, on va en tout cas développer leurs compétences professionnelles. Voilà, donc la formation de ces enseignants qui ont été massivement recrutés sans formation initiale et aussi leur développement professionnel qui se passe essentiellement par le biais des formations continues. Donc, les objectifs assignés à ça, c'est qu'il faut améliorer les pratiques des classes des enseignants afin d'impacter les résultats d'apprentissage, notamment à travers ce qu'on appelle la communauté d'apprentissage que je vais vous présenter tout de suite, et aussi faire des communautés d'apprentissage un lieu privilégié des formations continues. Donc, c'est quoi les communautés d'apprentissage? Le Mali, en 2003, a élaboré une nouvelle politique de formation continue, et dans cette politique, il y a eu deux mouvements, un mouvement ascendant et un mouvement descendant, c'est-à-dire un mouvement où les formations sont décidées par les hauts pour descendre des enseignants, mais aussi un mouvement où la formation part des enseignants vers les hauts. Et ce mouvement ascendant a été concrétisé dans ce qu'on appelle la communauté d'apprentissage des maîtres. Donc, c'est un modèle ascendant de la formation continue au Mali, donc qui rassemble les enseignants et leurs directeurs d'école afin d'analyser leurs pratiques, d'identifier les besoins en termes pédagogiques qu'ils ressentent et aussi de mobiliser ensemble, entre eux, à l'école, les ressources nécessaires pour remédier à ces difficultés. Et aux besoins aussi, lors des communautés d'apprentissage au Mali qui se tient en tout cas sur un rythme bimensuel, on peut faire intervenir un conseiller pédagogique aux besoins. C'est-à-dire que s'il y a une difficulté auquel les enseignants ne peuvent pas répondre entre eux, il peut faire venir ce qu'on appelle le conseiller pédagogique. Voilà. Donc, voilà un directeur d'école, au-delà de la définition classique qui est donnée, voilà comment est-ce qu'un directeur d'école, quand je lui ai posé la question de la communauté d'apprentissage, comment est-ce qu'il m'a répondu? Il dit, alors, comment ça se passe la communauté d'apprentissage? Les difficultés concrètes, en tant qu'enseignant que tu rencontres dans ta pratique d'enseignement, les matières qui te posent des difficultés quand tu enseignes, il faut les dire. Chacun fait part de ses difficultés et on les retient. Après avoir recensé plusieurs difficultés, on se réunit pour se mettre d'accord sur les points à retenir dans le plan de formation annuel. Donc, maintenant,
lors de la séance des CA, c'est une difficulté qui te concerne, c'est toi qui seras le maître. On prépare ensemble la leçon, après discussion, on se met d'accord et on élabore une fiche de préparation. Après, tu exécutes la leçon, puis on fait des observations. Donc, en réalité, c'est ça la communauté d'apprentissage des maîtres. C'est-à-dire qu'au début d'année, les directeurs d'école, avec ces adjoints qu'on appelle les autres enseignants, ils essaient en fait de recenser les difficultés pédagogiques, les matières qui posent des difficultés à chaque enseignant, et en fonction des difficultés recensées, ils en font en fait un plan annuel de formation. Et donc, si un enseignant a dit que j'ai des problèmes, par exemple, dans une leçon de vocabulaire, donc tous les enseignants préparent ensemble une séance concrète, c'est une leçon de vocabulaire. Et donc, l'enseignant qui ressent des difficultés, c'est toi qui vas dispenser devant les élèves et devant tes collègues enseignants. Donc, après avoir dispensé ces leçons, les collègues enseignants et les directeurs font des commentaires et des observations, ce qui te permettra en tout cas de maîtriser après, enfin, de remédier en tout cas cette difficulté. Voilà, en tout cas, c'est une formation où les enseignants identifient ensemble leurs besoins de formation sur le terrain et essaient d'apporter des réponses ensemble, en tout cas sans l'intervention, sans nécessairement l'intervention du niveau expert, en tout cas. Et là, au Mali, c'est quelque chose aussi qui marche plutôt bien. Donc, cette recherche, j'ai découvert ça à travers mes recherches doctorales qui s'est déroulées sur une année scolaire au Mali, lors desquelles j'ai utilisé ce qu'on appelle les méthodes qualitatives parce que je suis sociolinguiste, donc j'ai fait ce qu'on appelle de l'ethnométhodologie, donc les méthodes de recherche issues de ce qu'on appelle l'anthropologie, donc qui s'appuie sur l'observation des pratiques des classes et des entretiens assez longs, donc parce que la plupart de mes entretiens, ça fait 45 minutes, donc des entretiens assez longs avec les enseignants. Voilà. Donc, lors de cette recherche, en tout cas, je ne suis pas parti avec des hypothèses méthodologiques, c'est-à-dire que je ne me suis pas demandé ce qu'un enseignant doit faire dans telle leçon. Je me suis juste dit que je vais aller voir dans les écoles comment est-ce que les enseignants font et non ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire qu'un enseignant, dans ta salle de classe, dans ta classe, face à ses élèves, comment est-ce que tu te débrouilles au-delà des injections méthodologiques? Voilà ce que je voulais chercher en fait à comprendre. Donc, voilà, globalement. Donc, en tout cas, bon, ça paraît un peu à l'accord de où, en tout cas, on essaie de développer en fait les enseignants par rapport, en tout cas, aux objectifs méthodologiques, que, en tout cas, on peut appeler ça peut-être parfois en fait des dogmatiques méthodologiques parce que les méthodes aussi, ça dépend en fait de chaque contexte éducatif parce que j'ai observé des classes où il y avait 25 élèves, mais aussi j'ai observé des classes où il y en avait 200. Donc, voilà. Donc, en termes d'application méthodologique, je pense qu'il y a une différence entre ces deux situations. Donc, comment est-ce que j'ai remarqué les principaux résultats qui se sont, c'est que j'ai remarqué sur le terrain une dynamique d'entraide et d'assistance mutuelle entre les enseignants. C'est-à-dire que ce soit à travers les communautés d'enseignement et aussi, même aussi dans les maisons, c'est-à-dire que j'ai remarqué à travers mes entretiens avec les enseignants parce que j'ai vraiment vu qu'avec ces enseignants, j'ai vu que même ces enseignants, ils s'appellent régulièrement, ils se rendent visite régulièrement pour préparer des leçons et pour en tout cas remédier ensemble les difficultés. Et aussi, j'ai remarqué une grande capacité et une forte volonté d'enseignants dans leur auto-formation. C'est-à-dire qu'un enseignant, pour être un bon enseignant, n'a pas nécessairement besoin d'aller suivre en fait des formations au niveau de ça. Parce que parfois, dans une école, vous avez un enseignant qui a 20 ans d'expérience et vous avez un enseignant qui a 5 et un autre enseignant qui a fait. Donc, quand on essaie de mettre en contact ces enseignants-là, ils peuvent en quelque sorte s'auto-former et s'entraider. Donc, selon les retours des enseignants, ces modèles de formation, en tout cas, la CA est beaucoup plus utile que les formations continues classiques qu'ils ont en fait au niveau dans les structures déconcentrées. La CA aussi, c'est un espace de discussion, de débat, de parades d'excellence entre les enseignants. Et surtout, je ne peux pas tout montrer ici, mais il y a des enseignants qui m'ont dit que la discussion est plus fluide. On se connaît entre nous, personne n'a froid aux yeux et personne n'a honte. Tout le monde est ouvert. Et aussi, c'est un lieu d'apprentissage et d'enrichissement, un lieu où les enseignants aussi se sentent vraiment à l'aise parce qu'ils sont entre eux. Donc, quelques recommandations. Il faut, en tout cas, il faut identifier et accompagner davantage les enseignants pivots. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué sur mon terrain, et indépendamment de communauté d'apprentissage, c'est qu'entre les enseignants, il y a ce qu'on appelle les enseignants pivots, c'est-à-dire que dans chaque discipline, il y a un enseignant qui est connu, en tout cas dans la communauté sociale, comme compétent dans tel ou tel domaine. Et par exemple, si dans ma communauté, il y a un enseignant qui est compétent en grammaire, chaque enseignant qui est en grammaire essaie en tout cas d'entrer en contact avec lui pour essayer en tout cas de remédier ces difficultés. C'est ce que j'appelle ici les enseignants pivots. Et ça, ce n'est pas exclusivement dit, mais lors de mes recherches, quand j'ai analysé mes entretiens, j'ai vu ça que, en tout cas dans chaque discipline, il y a un enseignant de référence dans la communauté.
Et aussi, il faut mettre en place en fait ces anciens qui sont pivots parce que ce sont ces anciens, en fait, les temps en fait, qu'ils font pour expliquer des leçons en fait. Ce n'est pas un temps qui est valorisé socialement, ce n'est pas un temps qui est rémunéré. Ils le font aussi sur la bonne volonté. Donc, il est important en tout cas de les mettre en valeur. Il faut aussi encourager les anciens aussi à aller vers les communautés d'apprentissage. Il faut aussi donner plus de moyens et de moyens matériels et financiers à ces communautés d'apprentissage en quelque sorte. Voilà. Donc, par ces communautés d'apprentissage, en tout cas, j'ai remarqué que ces anciens, en tout cas les anciens, ont une grande capacité de s'auto-former et que nous, en tant que chercheurs ou experts, on a tendance en tout cas à minimiser la capacité des enseignants à apprendre, à s'auto-former. Parce que quand on remarque, on dit que les enseignants doivent être formés à ça, ils doivent être formés à ça, mais les enseignants, est-ce que nous, on observe les enseignants, comment est-ce qu'ils s'auto-forment, qu'est-ce qu'ils connaissent? Parce que si, dans les apports par les commettants, on demande aux enseignants de donner plus d'initiatives aux maîtres. Mais est-ce que dans nos pratiques de chercheurs, dans nos pratiques d'experts et de formateurs d'enseignants, nous aussi, on essaie de donner plus d'initiatives aux enseignants dans leur formation? C'est là aussi quelque chose qu'il faut essayer de voir. C'est-à-dire qu'un enseignant, tout comme un élève, ce n'est pas un sac vide rempli. Ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui connaissent mieux leur classe, leurs élèves et leur contexte éducatif que n'importe quel expert ou chercheur. Voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert en tout cas sur le terrain par la grande capacité et la grande résilience des enseignants à faire face. Par exemple, il y a un enseignant qui me dit que si vous avez 100 élèves, c'est comme si vous avez 10 élèves en classe. C'est un enseignant qui fait ce qu'on appelle la pédagogie de groupe. Donc, j'ai remarqué des enseignants avec 150 élèves, mais qui ne se résignent pas, qui me disent que oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? On fait bien avec les 150 élèves. Voilà. Globalement, donc, les enseignants sont les premiers à trouver des solutions aux difficultés qui s'opposent à eux sans que les experts les sachent déjà, avant que les experts les découvrent en quelque sorte. Et merci de votre attention. Merci, Monsieur Koulibaly. Vous posez beaucoup de questions, beaucoup de paradigmes d'ailleurs qui devraient être interrogés. De la formation initiale, de la formation continue qui intègre la formation initiale, de la décentralisation en termes. Mais je pense qu'il y a un point très, très important et je laisserai après l'assistance vous interroger là-dessus, mais je pense que ce que vous soulevez est un élément très important, c'est celui d'aller voir comment les éléments de remédiation que les enseignants font sur le terrain pour pouvoir répondre à des situations critiques pour lesquelles d'ailleurs les grands didacticiens ne répondent pas. Et vous avez fait allusion aux pédagogies des grands. Vous avez parlé des groupes, mais c'est des grands groupes. Et donc là, je pense que il y a des choses très intéressantes et j'espère que avec l'assistance, vous pourrez nous en dire plus. Je passe la parole à Monsieur Robert Kissalama. C'est à vous. Thank you very much. This afternoon, I want to present you a paper which is part of a big report out of 10 years of working in national teachers' colleges. And it's titled Strengthening the Adoption of Learner-Centered Pedagogies in Teacher Education in Uganda through Video-Based Self-Reflection and College-Based Mentorship System. As we go through this presentation, I want you to reflect on one thing, that many times we are talking about continuous professional development of the teachers. But have you ever asked yourself, how do you provide continuous professional development for teacher trainers themselves? Who teaches the teacher trainers? And this is part of what we are thinking of and which we have already done as a project. TTE, or Teacher Training Education Project, is funded by the Belgian government, but we work in bilateral agreement with the government of Uganda. So we work with the Ministry of Education, Teacher Education Department. So a lot of these practices have already been approved and we've worked with the Ministry of Education. What is the real problem we are trying to address? You find that a lot of the conversations around learner-centered pedagogies have been focused mainly on primary schools and less on secondary schools. And here, for us, we decided to take on the lower secondary, especially, and we focused on the teacher educators themselves. There is research which clearly shows that it's actually very expensive to run
in-service professional development for teachers, because you produce people minus some skills, they go to the field, you try to retool. Produce others still minus the skills, and again go to the field, you try to retool. So it is actually not sustainable. So based on that, we decided to go and deal with the source, the actual source where they were producing the lower secondary school teachers. And we started by working with the lecturers themselves. We knew, as you've already been told, that actually people teach the way they were taught. And therefore we thought that if we work on the teacher educators themselves, then we are sure eventually as they train the other in-service teachers, they will actually produce better teachers who are now aware of the learner-centered pedagogies. Unfortunately, teacher education department doesn't have sufficient workmanship and support that they can provide the teacher educators, because they're actually very few and even the resources are not there. And as such, whereas they may be with that desire to support the lecturers in the teacher training institutions, they actually don't have the capacity to go there. And yet we're expecting these teacher educators to actually help the students to apply learner-centered pedagogies, which they themselves actually don't possess. A bit of this context, actually, of this, we actually investigated only the teacher trainers' perceptions. This was something novel to us, trying to create mentorship within teacher educators themselves. And the rest of the paper talks about what we found out in terms of college-based mentorships as a way of actually helping the implementation of learner-centered pedagogies. What were the specific objectives? One, we wanted to identify what the teacher trainers perceive as the usefulness of a college-based mentorship. Here I'm mentioning them as colleges, but actually these are the teacher training institutions. We also wanted to find out and try to determine the experience of the college-based mentors in supporting teacher trainers in the implementation of the learner-centered pedagogies. The first one is the lecturers, now it is the mentors. Then also, we wanted to evaluate the contribution of ICTs in the adoption of learner-centered pedagogies. A bit of the context where we work, that is the map of Uganda, and we work in 5 national teachers colleges which are spread across the country. But there's something you'll notice on that slide, that we even add secondary schools. There's something novel we've been working around those colleges, that we introduced what we call partner secondary schools, aware that many of the colleges don't actually have demonstration schools, much as that is a key recommendation for teacher training. So that's why you see secondary schools around each of those colleges. The study mainly that we are reporting here solicited responses from 100 lecturers who are actually mentees in this case. And we also worked with 6 college-based mentors. And a bit of the findings that, sorry, I can continue. A bit of the findings that we have around this is that the lecturers themselves actually appreciated the issue of college-based mentorship, and they were working with it very well. And a few of the other things that we actually found out is that whereas these mentors were working with these lecturers, they were not subject specific. They were like general mentors. And that created a bit of problem, that if I'm a history lecturer and somebody who is mentoring me is maybe from physics, there are certain things that he doesn't know about the methodologies of actually teaching the physics or the history. And as such, there was that issue around the subject-based mentorship, and became a request. There was also another finding that they discovered that a lot of the mentors, whereas they were very available to mentor the lecturers, sometimes the lecturers to be mentored themselves actually were absent, and made it a big problem that whereas they wanted to mentor them, they were absent, they would not be available for mentorship. And in other cases, the mentees were actually present and the mentors were actually not available. So the other finding that we actually got was, along the way, people felt that the mentors did not have all the full skills of mentorship. And therefore they decided and requested for further training in terms of mentorship, and that was key. And also we eventually found out that actually some of the mentors were requesting for motivation. Motivation in the sense that many times in teacher education and even the teaching profession, whenever you mention the word motivation,
people are thinking about money. And indeed, people now were requesting what extra thing can we get in terms of our support that we're actually giving to the lecturers. The other finding that we actually got was the aspect that for us, we are working as a project, and many of these structures in the institutions are there as by the rules of the ministry and the teacher education department itself. So we felt that whereas during the project period, many of these things would work, unless there was that intervention of the ministry itself, it would not be possible for the practices actually to continue. So there was the aspect of requesting for institutionalization of the aspect of mentorship as part of the college programs. And remember, even in the process of mentorship, some of the activities require working outside the actual lecture time to work with these mentees and so on. So it appeared like extra labor on the mentors themselves. So they felt if it is institutionalized, then time is allocated to them, which is a bit like they have less load of teaching and more time for mentorship, other than mentorship being like an extra load. Then there was also the aspect of continuous support. The program I'm reporting has been in the colleges for the last 10 years, 2012 to date. And within that period, we have discovered one thing, that the old methods of teaching are far much easier in terms of they are not cumbersome to the teachers. And therefore, if the teachers are not supported throughout, the chances of reverting to the old modes are always high. And therefore, we felt it's very important that at the end of the day, there is a mechanism of continuously supporting. For us during the project lifetime, we've continuously been going to the colleges to try and check on them and see how they work. The other thing that came out, because for us we've been a project which is done gradually and we keep adding new things as we proceed, we discovered eventually that if we added some ICTs to the processes of learner-centered pedagogies, it became easier to actually have these students work independently, get more engaged, and also access resources. And to us, we felt that, especially in higher education, ICTs are actually a big catalyst to adoption of learner-centered pedagogies. Somebody would actually ask, how are the mentors working to get all these findings? We devised a simple mechanism of recording lessons, because through recording those lessons, it became easier to have evidence of where the person was before and eventually the progress in terms of the way the person is actually working. Okay. The way the person is working. So we would record individual lessons for each of the lecturers. Then they would converge like we have converged here. We actually view lesson by lesson, and people keep critiquing and also giving advice on how to improve that particular lesson. In that way, there is that collegial, support from the rest of the colleagues, but also there is evidence of growth in terms of the way the person is progressing in terms of adoption of learner-centered pedagogies. So to us, that was very key as one of the findings. What are some of the policy implications that we have for you in terms of these learner-centered pedagogies and the project that we have actually worked on? One of the key things that I bring here, which are critical in terms of the policy implications, one is the institutionalization of college-based mentorship as part of the college programs. This must come actually from the ministry itself, because the ministry has the mandate to actually guide the way the colleges are run. And unless that one happens, as a project, we shall live, and that will be ended there, and we shall move on. Then there's something which is very critical. I don't know whether you notice it from the countries where you come from, that ideally all CPDs, if not 100%, are actually sponsored by EDPs, Education Development Partners, and rarely by the government itself. It means that the government, unless it allocates resources, all these trainings will eventually die out the moment the projects pull out of the colleges. And I think it's very important as a policy implication that the government really, even if it's little, they keep allocating some little money for CPDs, for professional development for the staff. The other thing which is key that we bring as part of the policy implication,
we have been running so many workshops as a project. And we noticed that a face-to-face workshop like this is actually always very expensive. And there's something which is interesting, that half of those participants you have in the room are always partly more concerned about the per diems as opposed to exactly the skills you're actually trying to actually pass on. And I don't know whether you've come across, there is a paper which was published in 2012 by a Norwegian company. They were actually, it's titled Hunting for Per Diem. And when I read this paper, I was so shocked. It was carried out in Ethiopia here, Tanzania, and Malawi as a sample cases. And when you read it, you'll be, amazed at how we handle money from the EDPs. The EDPs have come to support, but for us, we end up taking it as a bonanza, which is a key challenge. And I don't know how ministries can work around this to ensure that they can create the incentive of teachers to actually participate in these CPDs without necessarily thinking about the per diems. The other aspect which is key, we cannot run away from the fact that we need e-resources. But all of us have been here for the last 3 days, and you've already experienced the issues around connectivity. It's therefore imperative that we try to find solutions which are both online and offline, such that people are able to access the resources whenever they have the connectivity, but are also in position to continue using the resources when they are offline. That is something critical that we can already think about. And the other one, which we bring out here, is the use of the surrounding schools, the colleges. Ideally, the recommendation is that any teacher training institution worth the name should have a demonstration school for the students. But now, in the absence of these schools and aware of the cost of actually establishing new schools, it's very important that we try to create the partnerships with the schools which are surrounding these institutions, which they can actually use for their practice. I believe, and you also believe with me, that we must cut down the costs. Yesterday, there was a key address from UNICEF. How do we use the little more efficiently? And the truth is, if you're in the world in which we live, the resources have actually become meager, and we must use everything with a lot of frugality and prudence. Yesterday, one word came out, evidence. And for us, we have some bit of evidence on the last slide here. I actually invite you to join. You can follow that link. During the lockdown in 2020, as a project, we introduced what we call the TTE Sandbox. And within the TTE Sandbox, we have co-created with the lecturers a lot of content, which was supposed to help the students continue with learning, even when there was the lockdown. After the presentation, you can go there. You don't need a password. You can access a lot of content which is there. Of course, the content may not be now very perfect. It's a beginning point. I want to thank you. Merci, merci Monsieur Kisalama. Très intéressant parce qu'on est une autre expérience aussi sur de la formation continue, de l'expérience entre pairs, l'expérience qui est menée aussi de terrain. Vous avez parlé des enregistrements, c'est globalement ce qu'on peut appeler l'autoscopie, comme une preuve de, je dirais, là aussi, de regard de ses pairs et pour l'amélioration. Vous avez souligné très rapidement un point qui me semble assez important aussi sur la question du financement de l'enseignement secondaire. Et vous avez raison parce que dans le mouvement de la scolarisation universelle, l'éducation de base, donc c'est beaucoup focalisé sur le primaire et on a laissé, et même dans la logique même parfois de privatisation un petit peu de l'éducation, on a laissé un petit peu les États eux-mêmes se charger de cet aspect-là, de l'enseignement secondaire, et les partenaires au développement ont beaucoup plus financé le primaire, et d'où l'émergence d'ailleurs de l'enseignement privé qu'on trouve beaucoup dans la partie du secondaire. Merci pour votre intervention, et je passe la parole à Monsieur Menou. Pourtant, je connais un petit peu le Bénin, mais je vais m'exercer. Hein. Voilà.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs. Peut-être pour votre présentation, je ne sais pas si vous n'allez pas être connecté là. Bon, il n'y a pas de souci. Comment? Comme ça, ils vont vous suivre pour qu'on suive votre présentation. D'accord, d'accord. On fera les chaises musicales, mais vous récupérez votre chaise. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette présentation sur la pédagogie par l'apprentissage guidé, que je considère comme une alternative au cours magistral à l'université en Afrique. C'est aussi le lieu, n'est-ce pas, de dire toute ma gratitude aux organisateurs de ce symposium qui m'offrent ainsi l'occasion de partager avec notre communauté de chercheurs en Afrique cette recherche innovative. Vous avez sans doute suivi mon prédécesseur, M. Robert Telassama, tout à l'heure. Il a bien constaté que l'exposé magistral est une technique qui est très prisée par l'enseignement en général, que ce soit dans le secondaire et surtout à l'université. Et ce constat, on peut le faire aussi bien dans les universités du Nord que dans les universités du Sud, en Afrique, qui nous concernent. Même en ces temps où nous promouvons le système LMD dans nos pays, licence, master, doctorat, on constate que le cours magistral trône encore dans les pratiques pédagogiques. Alors que dans le même temps, ces universités exigent des enseignants d'enseigner autrement. Par exemple, en mettant à la disposition des étudiants des supports écrits des cours que nous appelons syllabus. Alors, je me suis dit que cette institution de support de cours, de course book, est-ce que ça ne devrait pas être l'occasion pour nos universités, pour les enseignants universitaires, de recourir à des formules pédagogiques plus interactives et plus efficaces que le cours magistral? Vous parlez comme M. Kilasama, des formules pédagogiques plus learner-centered. C'est bien ça, hein? C'est justement dans le but de répondre à cette question que je veux présenter cet exposé, qui cherche à rendre compte d'une innovation pédagogique qui consiste en une méthode alternative au cours magistral pour enseigner les connaissances. Cette méthode, je l'ai appelée la pédagogie par l'apprentissage guidé, qu'on peut encore appeler méthode d'enseignement des connaissances selon Oumenou, en abrégé MESH. Comment est-ce que nous avons abouti à cette innovation? Nous sommes partis d'une recherche théorique et réflexive qui a été soutenue par l'expérience. Une expérience qui a impliqué des promotions d'étudiants en fin de licence à l'École normale supérieure de Porto-Novo et aussi des doctorants de l'Université protestante d'Afrique de l'Ouest à Porto-Novo au Bénin entre 2017 et 2022. Cette innovation repose sur un certain nombre de concepts qu'il faut que nous partagions, notamment les concepts de syllabus, connaissance et surtout le concept de pédagogie par l'apprentissage guidé. Dans mon propos, le concept syllabus est pris dans son acception belge et désigne donc le support ou le document de cours fourni par un professeur à ses étudiants. Donc, c'est un texte polycopié, photocopié ou imprimé qui reprend l'essentiel du contenu d'un cours universitaire. En ce qui concerne le concept connaissance ici, comprenons ce terme d'abord comme désignant des objets d'apprentissage que l'on peut restituer de mémoire oralement ou par écrit. Et donc, le concept connaissance ici correspond au premier sous-domaine
identifié par le premier sous-domaine cognitif, identifié par Benjamin Bloom. Et ce sous-domaine englobe les informations isolées, les manières de traiter les informations et les représentations abstraites, comme le libéralisme, le capitalisme, le marxisme, etc. Le concept de connaissance exclut donc ici les habiletés, les capacités et les compétences. Quant au concept central de cette recherche innovative, c'est pédagogie par l'apprentissage guidé. Ce concept désigne une méthode qui consiste pour l'enseignant à fournir à l'étudiant un dispositif d'orientation qui va conduire progressivement cet étudiant de façon autonome, puis en interaction avec l'enseignant, à une appropriation intégrée des connaissances présentées dans un syllabus ou bien dans un course book. Et cette méthode, la pédagogie par l'apprentissage guidé, ne vise avant tout que l'atteinte des objectifs axés sur la maîtrise des connaissances déclaratives et procédurales associées à un cours. Pourquoi recourir à une telle formule en lieu et place de l'exposé magistral? La formule pédagogique que je propose est supérieure au cours magistral pour plusieurs raisons. L'exposé magistral, et tout le monde doit en convenir ici, pour enseigner les connaissances encore, alors qu'aujourd'hui nous pouvons mettre des syllabus et des course books à disposition des étudiants, ça paraît incongru. L'exposé magistral apparaît incongru dans un tel contexte. Ça apparaît ennuyeux et inutilement redondant, dès lors que le cours peut s'appuyer désormais sur un syllabus ou un course book ou un livre de cours. Et dans le système LMD, licence, master, doctorat aujourd'hui, une partie du temps personnel de l'étudiant peut être mise à profit par cet étudiant pour faire un travail sur son syllabus ou sur son course book. Enfin, le cours magistral me semble peu pertinent et inefficace au plan pédagogique. On lui reproche de générer des échecs massifs, la passivité des étudiants et une faible activation des pré-acquis cognitifs. Alors que la pédagogie par l'apprentissage guidé, c'est une méthode interactive d'enseignement qui est learner-centered, pour parler comme M. Kissalama. La première étape pour mettre en œuvre cette formule pédagogique, c'est la conception et la mise à disposition des étudiants par l'enseignant du syllabus, du course book qui sert de support à son cours. Il est nécessaire pour le professeur, dans ce cas, de structurer en chapitres équilibrés, eux-mêmes subdivisés en sections, ce syllabus, de sorte que le chapitre ou la section puisse constituer l'unité de séquence d'enseignement. Cette méthode, la pédagogie par l'apprentissage guidé, est une méthode interactive. Dès lors que le syllabus est mis à disposition des étudiants, il s'agit pour l'enseignant, pour le professeur, de concevoir pour chaque chapitre ou pour chaque section, de concevoir un questionnaire guide constitué d'une dizaine à une vingtaine de questions directes selon la densité du chapitre ou de la section, de façon à épuiser l'essentiel du contenu informationnel du dit chapitre. Les questions en question peuvent porter sur des unités de signification restreintes, larges ou très larges. On peut poser une question sur le contenu d'un paragraphe ou de toute une page, s'il y a une unité informationnelle sur cette page-là. L'essentiel est que la réponse visée par une question dans le chapitre choisi, que cette réponse ait un caractère d'unité de signification. De sorte que, avant le début d'un cours, ou bien au début du cours, l'enseignant va mettre à disposition de ses étudiants ce questionnaire guide qui porte sur le chapitre concerné, avec la consigne de travailler le dit chapitre en s'aidant du
questionnaire qui leur a été remis et en prenant note. La consigne peut être, par exemple, étudier ce chapitre dans l'intention de répondre aux questions ci-après. Lisez attentivement tel chapitre en cherchant à répondre aux questions ci-après. Lorsque les étudiants ils ont fait ce travail d'étude, le cours même va consister au moins dans une première partie en un jeu de questions-réponses orales entre l'enseignant et les étudiants sur la base du questionnaire guide. Les réponses des apprenants vont offrir l'occasion aux professeurs de leur renvoyer au fur et à mesure le feedback qui convient avec les précisions, les explications, les corrections nécessaires aux besoins. Quels sont les avantages de cette méthode? C'est une méthode qui est pédagogiquement appropriée pour les groupes classes restreints, moyens et même pour les grands groupes. C'est une méthode qui offre une occasion privilégiée de co-construction des connaissances par l'enseignant et les étudiants. Et c'est une méthode qui offre à l'enseignant la possibilité de se ménager, de ménager sa santé. Il ne va plus passer son temps à s'époumoner tout seul. Il va utiliser plus avantageusement son temps en classe pour travailler avec ses étudiants les capacités, les habiletés et les compétences associées aux cours concernés. Nous avons expérimenté la dite méthode avec les élèves professeurs de l'école normale supérieure et avec des doctorants de l'Université protestante d'Afrique de l'Ouest. Et cette expérimentation a révélé, après évaluation, un accueil très enthousiaste de la dite méthode par les apprenants qui l'ont trouvée très intéressante, très bonne, très motivante, stimulante du travail et de la participation de chaque apprenant, un facteur efficace de compréhension et de rétention des connaissances. Donc, chers collègues, la pédagogie par l'apprentissage guidé, c'est une alternative indiscutable au cours magistral, par son caractère interactif, par sa relative centration sur l'étudiant et par ses nombreux avantages psychopédagogiques. C'est une méthode appropriée pour l'enseignement des connaissances et qui n'exige du professeur que d'exprimer ses compétences et son talent dans la conception, la rédaction des syllabus, dans l'art de poser des questions et enfin dans l'art du feedback formateur. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Jean-Claude. Comme ça, voilà. Je prends moins de risques. Une intervention très intéressante. J'en retiens deux, trois éléments. Question de la centration sur l'apprenant, d'une manière générale, qui peut nous permettre là aussi peut-être d'élargir son champ au-delà de l'aspect universitaire, de l'enseignement supérieur. C'est une problématique qui concerne l'ensemble des cycles d'apprentissage. La question du décloisonnement. Alors, en général, dans l'autonomie, on parle beaucoup de décloisonnement des espaces d'apprentissage lorsqu'on introduit l'auto-apprentissage, etc. Vous êtes dans une démarche d'autonomie autodirigée, en quelque sorte. Et ici, on est sur un décloisonnement plutôt dans l'acquisition du savoir. Plusieurs éléments, plusieurs questions pourraient se poser sur la question de la formation des enseignants dans cette démarche d'autonomie et d'autonomisation qui eux-mêmes doivent être au niveau de l'enseignement supérieur, qui est une autre problématique que l'enseignement primaire ou secondaire. Et puis ensuite, la question de l'usage des TIS comme moyen, on va dire, pour développer cette autonomie et la gestion globalement de ce dispositif dans un système institutionnel. Voilà un certain nombre de pistes sur lesquelles on pourrait peut-être vous poser, et l'assistante pourra vous poser des questions. Merci beaucoup. Nous passons à présent à la dernière communication, et non pas parce que madame, on vous a mis en 4e position, mais tout simplement parce que votre communication va nous éclairer encore plus, et c'est pour cela que nous avons voulu vous garder vers la fin. Madame Mireille Essama. Merci.
Euh, Ok. Je ne saurais commencer sans remercier les organisateurs qui ont permis que je puisse être là aujourd'hui. Ma communication porte sur le développement des compétences professionnelles des enseignants débutants du supérieur, une approche par l'analyse des besoins de formation. Parce que jusqu'ici, on a beaucoup plus entendu parler de la formation des enseignants du primaire et du niveau secondaire. Moi, je vais essayer de vous apporter quelque chose dans le cadre de la formation de ceux du milieu universitaire. Alors, en plan, nous aurons une... Allez.
et d'en ressortir avec les hypothèses pour les corréler afin d'obtenir, de construire notre référentiel final. Alors, en guise de résultat, de manière sommaire, nous nous rendons compte que environ 80% des participants sont favorables à l'implémentation de la formation pédagogique systématique et formelle dans le curriculum universitaire. Nous avons subdivisé en 3 typologies, 3 étapes initiales, continues et techniciennes. Vous allez voir là, SI, ça signifie séminaire d'imprégnation. Nous verrons qu'en ce qui concerne les séminaires d'imprégnation, les enseignants ont été réceptifs à 93,5%, le learning by doing 93,6%. Je ne vais pas citer tout ça. Lorsqu'on va par exemple en formation technicienne, les méthodes et techniques de l'enseignement ou de l'évaluation application des TIC à la pédagogie, nous verrons qu'entre 91 et 98,3% des enseignants sont favorables à cette typologie de formation. Ce qui va donc nous permettre de concevoir notre outil. Notre outil dans notre référentiel de formation que nous avons élaboré à la suite des résultats de notre terrain. La particularité de notre référentiel vient du fait que la majorité des référentiels que nous avons consultés dans le cadre de la théorie faisaient beaucoup plus état d'un listing de compétences requises pour enseigner à l'université. Mais nous avons voulu innover en montant un outil qui va renseigner dans un premier temps sur les typologies, les familles de compétences à développer pour qu'un enseignant soit davantage efficace. Et d'autre part, la typologie des formations à mettre en place pour favoriser le développement de ces compétences. Et nous avons eu ceci naturellement par le moyen de la statistique inférentielle en corrélant les 2 variables. Là, le tableau ne nous permet pas de lire tout, mais il n'y a pas de problème. Donc, ce référentiel nous propose, comme je disais, les typologies de formation, les domaines de formation, les compétences transversales de base à développer, les savoirs associés, ainsi que les niveaux de développement. Si je prends par exemple le domaine de l'évaluation, on va prendre les compétences transversales de base à développer. Il s'agit d'intégrer les fondements de l'évaluation parce que nous nous sommes rendus compte que l'évaluation était l'un des domaines où les enseignants nouvellement recrutés éprouvaient beaucoup de difficultés. Également, l'un des domaines où, lorsque nous avons essayé de travailler en focus group avec les étudiants se plaignaient beaucoup dans ce domaine de l'évaluation-là. Dans les savoirs associés, on peut par exemple parler d'exploiter les méthodes et techniques d'évaluation en vigueur. En guise de... Il faut dire ici que notre référentiel est une recommandation matérielle et il faudra que ce référentiel puisse, sous réserve de l'adaptation, de la révision en fonction des contextes, que ce référentiel puisse être implémenté pour voir dans quelle mesure il peut résoudre les problèmes identifiés. Nous avons donc fait également une recommandation d'ordre théorique, la mise sur pied des centres de pédagogie universitaire, chargés entre autres de former les enseignants académiquement, de recycler les enseignants déjà en exercice et de renforcer la formation des formateurs. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Madame Mireille Essama. Je suis très heureux parce que c'est un panel vraiment qui n'a pas atteint ces 15 minutes. Vous étiez très disciplinés, je vous en remercie, ce qui nous laisse plus de temps d'échanger avec l'assistant. Je voudrais vraiment vous saluer, Madame Essama, d'avoir mis la main et le doigt sur un sujet qui est, très souvent on n'en parle pas. Celui de la formation continue des enseignants
universitaire. Parce qu'on parle beaucoup de l'enseignement, disons, fondamental au niveau de l'école primaire et secondaire. Mais en même temps, vous questionnez en arrière-plan beaucoup de choses. C'est moi, tous ceux parmi nous, toutes celles et ceux qui sont parmi nous, qui sont des enseignants au niveau universitaire, n'ont pas passé de tests par rapport à leur le processus. Il est tout à fait différent. C'est un processus par rapport à la recherche, par rapport à donc voilà. Donc il y a tout un processus d'habilitation, etc., etc. Donc, mais on n'est pas sur la question vraiment de l'enseignement. On part du principe que voilà, c'est pas la question qu'on se pose. Donc vous posez cette question et donc vous avez fait référence au référentiel, mais effectivement, de quel référentiel vous partez? Parce que c'est ça. Pour construire un référentiel de formation continue, il faut bien vérifier si le référentiel de base, il est déficient ou pas. Est-ce qu'on l'atteint ou on ne l'atteint pas? Donc, c'est vrai, c'est des vraies questions, je pense, qui sont importantes. Et une autre question qui pourrait, et ça sera mon dernier point, qui pourrait être là aussi interrogée, c'est vrai, on remarque qu'il y a un taux d'abandon très élevé au niveau, notamment des premières années, hein, première, deuxième année, DUG, enfin anciennement DUG, hein, LMD, essentiellement les premières années au niveau de l'université. Donc, certes, il y a d'autres questions, il y a d'autres facteurs, mais à la lumière de votre intervention, pourriez-nous rajouter ce facteur de formation des enseignants comme élément qui pourrait poser question par rapport à aussi peut-être cet abandon. Voilà un petit peu, chers collègues, l'ensemble des questionnements un petit peu les points qui sont ressortis. C'est de mon point de vue, mais je vous laisse à vous maintenant la parole pour que vous puissiez échanger, donner votre point de vue et poser des questions ou interagir avec nos panélistes. Nous avons aussi nos collègues qui sont à distance et qui pourront eux aussi poser des questions. Donc, nous attendrons que le technicien puisse nous relever les mains levées. Alors, juste peut-être essayons d'avoir des interventions assez courtes parce qu'il y a un événement juste après. On a une demi-heure à peu près et l'idée, c'est de pouvoir directement nous dire à quelle vous voulez adresser la question à quelle personne ici autour de la table et on vous passe la parole. Allez-y, chers collègues, allez-y. Donc, nous avons 2, 3, 4. OK, après. Hello. So my name is Andrew. I work with World Vision. I come from Ghana. Must say I'm excited about the innovations the panel had shared with us. And I'm proud to say that in Ghana, we have gone past these innovations. We are looking at how we can get teachers on the ball to be able to inspire learners to learn. Going through school in the 90s, I had teachers who were inspirational. They make learning fun and they make you feel like you want to achieve something. But we have turned our teachers into robots now, and they are struggling to make impact on the student's life, but rather teaching the curriculum. And this question goes to any of the panelists. My question is, we want to see Africa move out of poverty, but we cannot continue to do rote teaching, learn by rote through poverty. It won't work. We need innovation. We need dynamism in teaching. How can these innovations that you have shared change the way the teacher performs in the class? C'est une question très générale. Finalement, je vais laisser les collègues peut-être très rapidement, en 2 mots, chacun nous répondre à cette question. Madame Sama, allez-y. La question qu'il a posée, c'est de savoir comment ces innovations améliorent les pratiques de l'enseignant sur le terrain. Je pense tout simplement que
nous devons partir sur le point de la valorisation des résultats de la recherche d'abord. Ça veut dire généralement, on peut finir de dire tout ça, mais si on ne valorise pas, si on n'implémente pas, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour le référentiel, comment est-ce que ce sera testé sur le terrain? Comment est-ce qu'on pourra espérer que ça change les pratiques de l'enseignant? Donc, il faut d'abord partir de la valorisation, donc de l'implémentation, essayer, parce que ce qui nous dérange aussi en Afrique, c'est qu'on se dit qu'on aura du coup une formule magique qui va parler d'elle-même et elle va changer les choses. Il faut oser essayer de mettre en pratique ce que les chercheurs ont trouvé et de voir dans quelle mesure on peut peut-être soit améliorer tel ou tel point ou maintenir tel ou tel point. Et sensibiliser également les enseignants, privilégier l'apprentissage, c'est-à-dire par les pairs, c'est-à-dire partager cette expérience entre nous, tant que ce n'est pas encore de manière formelle. Ça, c'est à mon niveau. Merci. Je pense que Madame Essama a fait un petit peu le tour de la question. Peut-être si ça ne vous dérange pas, chers collègues, peut-être qu'on... You want to answer this question also? Okay, d'accord. Thank you very much for the question. What I can put across here is that we often try to create reforms, but which are not holistic. We focus on the teacher to teach in a learner-centered method way, but when the classroom is still crowded. So when we look at a change, it should be holistic. What is the environment like? What is the infrastructure like? What are the teaching learning materials available before the teacher can also? The challenge that we have in Africa, mainly, as I told you, many of the CPDs are run by education development partners who will only target what fits within their budget. And therefore, as Africans, one thing that is critical is also waking up. Let us not only remain there and lay our hands to wait for somebody to come and support. We should also be part of the process as we actually change the system. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. On va passer à nos collègues. On a une question là, une autre question là-bas, une question là. On va poser 3 questions et après on passe au reste. On ne vous oublie pas. C'était les premiers qui avaient levé la main. Merci. Oui, moi, c'est Dr. Ikoto, spécialiste en technologie. Ma question adressée à Laurent. Je voudrais d'abord dire que l'expérience, c'est l'apprentissage par l'expérience. C'est une méthode qui permet véritablement de faire évaluer et évoluer les pratiques pédagogiques. Mais on a souvent un problème. Comment évaluer la bonne pratique à valoriser dans une communauté d'apprentissage? Et est-ce que le véritable problème au sein des maîtres, ce n'est pas cette absence de collaboration entre les gestes professionnels à valoriser et le savoir? Puisque les maîtres sont marqués, le premier niveau des maîtres, c'est la polyvalence. Est-ce qu'on n'aura pas toujours ce même problème où des enseignants se plaignent sur des stratégies adoptées pour l'enseignement de cette discipline? Parce que les communautés pratiques sont basé sur les gestes professionnels et néglige l'aspect lié au savoir. Et mon dernier aspect, c'est juste suggérer un aspect à travers l'introduction des technologies éducatives. Je pense que la réalité virtuelle offre un excellent moyen pour pouvoir apprendre par l'expérience à travers le visionnage dans des dispositifs immersifs, des pratiques qui sont menées par des enseignants dits experts. Merci. Merci, M. Coulibaly. La question vous est adressée. Alors, merci pour votre question qui était de savoir comment on peut évaluer la bonne pratique. Alors, moi, je suis en tout cas en termes de didactique de langue, je suis plutôt pragmatique. C'est-à-dire qu'en menant ma recherche, je ne me posais pas de questions, en tout cas, sur les méthodes, sur comment est-ce qu'un enseignant va suivre une démarche particulièrement élaborée pour enseigner une telle discipline. Je voulais juste savoir comment est-ce que l'enseignant s'y prend pour le faire.
Donc, la bonne pratique, comment l'évaluer? Pour moi, la bonne pratique, c'est celle qui amène à l'acquisition du savoir. Donc, pour moi, il n'y a pas une démarche homogène. Parce que j'ai beaucoup discuté avec les enseignants cette question, et puis je sais aussi que les enseignants, indépendamment de ce qui a été dit dans les manuels pédagogiques, les enseignants aussi se créent, inventent les méthodes, parce que parfois, dans les guides pédagogiques, ça ne marche pas d'une situation d'enseignement à une autre. Comme j'ai dit l'exemple, une classe de 25 élèves versus une classe de 150 élèves. Vous voyez? Donc voilà, donc évaluer la bonne pratique, c'est vraiment s'intéresser à l'acquisition de connaissances, c'est-à-dire comment est-ce que l'apprenant a bien assimilé la connaissance. Pour moi, en fait, c'est ça, indépendamment de toutes les démarches qu'on peut voir. Merci. Si je peux me permettre, peut-être que ça peut faire l'objet aussi de discussion, c'est la question de la modélisation des bonnes pratiques, ce qui renvoie à la question de les valider, les pouvoir les ajuster pour qu'il y ait aussi, je dirais, un enseignement égalitaire quelque part sur l'ensemble des élèves, sur l'ensemble des territoires, pour qu'on puisse garder une cohérence dans l'enseignement. Voilà un élément qui pourrait peut-être nous emmener sur d'autres terrains de réflexion. Chers collègues, c'est à vous. Merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais particulièrement m'intéresser au premier présentateur, M. Laurent Coulibaly du Mali, qui a parlé du modèle de formation continue, notamment le modèle ascendant, qui est la communauté d'apprentissage. Je voudrais poser la question à M. Coulibaly, comment, dans cette communauté, ils parviennent à identifier les besoins des enseignants. Deuxièmement, quel est le rôle du directeur d'école dans cette démarche? Parce que nous, chez nous, nous avons un peu la même configuration que le Mali. Nous avons recruté des enseignants de partout pour les mettre en situation de classe dans le cadre de l'éducation pour tous. Aujourd'hui, la direction de la formation continue travaille beaucoup plus sur la réparation des difficultés que la formation que les enseignants ont eu lors de la formation initiale. Donc, nous travaillons beaucoup plus dans le cadre de l'identification des besoins à travers les visites de classe et les entretiens d'aide. Ça, c'est au niveau local. Et puis, nous faisons ce que nous appelons les régulations. C'est à partir des régulations que nous pouvons savoir que telle ou telle difficulté n'a pas été réglée au niveau de l'école. Et puis, on renvoie ça au niveau de la délégation scolaire qui regroupe un certain nombre d'écoles. Donc, c'est à partir de là qu'on essaie de faire la programmation de ce que nous appelons les journées d'animation pédagogique ou les cellules d'autopromotion éducative CAPE. Donc, c'est de façon progressive que nous allons essayer d'identifier les problèmes, que nous remontons au niveau national, que nous en faisons vraiment des thèmes de formation qui regroupent un grand nombre d'enseignants. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Il est vrai que la question, peut-on faire de la formation continue sans formation initiale? C'est une vraie question qui se pose et à laquelle vous êtes très confrontés. Monsieur Coulibaly, à vous la parole. Alors, par rapport à ma recherche de terrain, c'est-à-dire que c'est les enseignants en fait qui font part de leurs propres besoins de formation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, les enseignants ne s'observent pas en fait entre eux pour identifier qui a besoin de quoi, mais c'est chaque enseignant en âme et en conscience qui fait part à l'ensemble de la communauté d'apprentissage. Moi, j'ai des difficultés dans telle ou telle matière, j'ai des difficultés dans telle ou telle matière en quelque sorte. Donc, le directeur d'école aussi, en plus en fait de son rôle administratif et de management, est aussi le premier formateur de l'école. Donc, à ce titre aussi, il est en quelque sorte celui qui pilote en fait cette communauté d'apprentissage. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Okay, merci, Monsieur le Secrétaire général. Merci infiniment. Si vous permettez, je vais faire un commentaire et poser peut-être deux questions. Le premier commentaire, c'est d'abord saluer vraiment la pertinence de cet atelier par rapport à la thématique de ce jour où on dit transformer, la transformation de l'éducation commence par les enseignants.
Et pour qu'on y arrive, il faut vraiment des méthodes innovantes. Il faut repenser vraiment le futur de la formation des enseignants. On est bien dans ce cadre ici. Il manque juste un exposé sur le préscolaire, un exposé sur les alternatives éducatives ou l'éducation non formelle. On aura été vraiment holistique. Alors, la question, c'est sur la communauté de pratique. Moi, je suis partant pour toutes les approches nouvelles et alternatives, mais il y a un risque qui est latent dans toutes nos formations, qu'elles soient initiales ou continues, c'est la toute-puissance des anciens. Donc, les formations, c'est souvent une reproduction, une transmission, comme nos sociétés traditionnelles, des anciens vers les jeunes d'une méthode. Et je crains que ça soit un frein à l'autonomisation. Donc, il y a plein de questions qui ont déjà abordé la question. On ne peut pas se passer d'une triangulation entre ce que dit l'enseignant lui-même par rapport à ses besoins et ce que l'observation peut permettre d'identifier comme insuffisant. Donc, il faut tenir compte de cet aspect-là. Peut-être si vous avez des éléments à dire, je serai bien content. Le troisième point, c'est que je félicite vraiment mon collègue Jean-Claude Menou, que je sais quelqu'un qui est dans l'innovation pédagogique depuis toujours, et j'ai apprécié qu'il ait donné un nom à sa méthode. On parle beaucoup de l'approche, c'est pas Célestin Freinet, on pense de Montessori, etc., alors que nous avons des chercheurs africains qui expérimentent des méthodes et qui les proposent. Elles sont adaptées à nos réalités. Je ne suis pas en train de vous dire que je n'ai rien à redire sur votre méthode, mais je pense que c'est important qu'on puisse avoir des chercheurs qui s'investissent et qui proposent des modèles africains pour transformer l'enseignement et la formation en Afrique. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, merci, monsieur le directeur, pour votre question qui est très, très pertinente. C'est vrai que la communauté d'apprentissage, elle est très, très pertinente, mais on ne pourrait pas non plus nous passer, en tout cas aussi, de la formation descendante. C'est pour cette raison que dans la politique éducative du Mali, il y a deux versions de formation, c'est-à-dire descendant et ascendant. Alors, moi, je me suis beaucoup plus basé sur ça aujourd'hui parce que moi, je trouve en fait qu'il y a même une passerelle, notamment en fonction même des injonctions, en tout cas financières, parce qu'il y a très peu de formations contenues actuellement au Mali, en raison en tout cas des restrictions budgétaires, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour former tous les enseignants, notamment on fait quand même que quand on appelle les formateurs, il y a les questions de perte d'ailleurs, c'est pour ça que la présentation de M. Emmanuel aussi m'a tenu. Donc moi, je dis que mais à travers en fait la formation continue des enseignants, on peut réduire le coût de formation. C'est-à-dire que dans chaque école, on peut choisir un ou deux formateurs qui peuvent aller suivre les formations au niveau déconcentré ou centralisé, qui, à leur retour, peuvent faire bénéficier leurs collègues, ce qui permettra en tout cas à l'État de maîtriser beaucoup plus le budget de formation, à mon avis. Merci, M. Coulibaly. Alors, madame, les deux dames et monsieur derrière. Allez-y, madame, je vous en prie. Okay. Yeah, thank you very much, presenters, for a very interesting session. My question goes to my colleague, Mr. Robert Kesalama. Because we share a context, I'm very interested in what he has presented. In that context, there is always this unpopular question that is asked now and then: what is in it for me? In every activity, the question is, what is in it for me? And this kills whatever initiative that we have. And this reduces everything that we do to financial benefits. And I think what we need in teacher education, like our colleagues have said, is this intrinsic inner motivation for us to see what we do as a worthwhile service for the common good. And this would be the attitude that the mentors bring to the mentorship program. But also we need to see the mentees looking at knowledge acquisition and self-learning as having intrinsic value in themselves. And for me, I think this is what we lack. Now, I want to ask, is institutionalization of the mentorship program going to automatically bring
this intrinsic value that we need in both the mentors and the mentees, or we need to do something more in terms of the attitude that we have and how to cultivate this attitude right from the very lower levels. Thank you very much. Thank you very much, Professor. I would look at it in two ways. One is the real aspect of trying to have this institutionalized is to give the mentors more authority really to mentor the other people. Because without that more authority, in terms of acceptance in the structures, it becomes a difficult thing for the other people to accept the process of mentorship itself. And for as long as it is not institutionalized, the ministry will keep looking at it as a parallel sort of arrangement as opposed to what is already set up. And it is in that sense that I feel it is important to institutionalize so that it is formally accepted, formally recognized, and gives these people, they are actually empowered to actually carry out the mentorship. But also you raise an important thing, which is one point I wanted to raise here, the aspect of what is in it for me. When we talk about all these reforms and nice things, are they seen in the same way from the perspective of the teachers we're actually talking to and trying to train? And I bring in two aspects here. One is about how can the ministry take on the role of quality assurance of the CPDs that are actually disseminated within the country? Because every donor comes with something, has already qualified and says, we want to tackle this. And when they come, they will tackle that one, even without the ministry essentially coming up with good quality assurance. For me, I look at it as more of a process of once there's quality assurance, once we follow the teacher incentive framework, which actually promotes a lot of these things as part of growth, professional growth, I imagine people will take up these practices. Thank you. Thank you very much, Madam. Okay, thank you so much. I'm Damaris Kariuki from Kenyatta University School of Education, and I want to thank the presenters for the very good insights, particularly concerning the subject of teacher development. Maybe my first question goes to the first presenter on the communities of practice. I'm saying this from a background that in Kenya, the Teacher Service Commission has rolled out a teacher professional development program that has a concept of COPs. So maybe I wanted to know from Mali whether there's a model that governs how these COPs are established, how they are run, and maybe how they are monitored and evaluated, because definitely at the end of it, we need to have an impact on, teacher competencies and of course the learner outcomes. Maybe that's one question. Then the other one is on the issue of time for engaging in these communities, considering maybe the issues of workload. Maybe this may not be a big issue in Mali, but I know in Kenya, teachers have huge workloads and the issue of teacher shortage. The other comment maybe is on the second one on teacher training from Kisalama. I note that your project is on teacher training institutes, but we also know that in universities, we also are teacher trainers, and I support that maybe the project would also support teacher trainers at the university. At Kenyatta University, we have a huge school of education where we train teachers, and I believe such a project would also be quite useful. Thank you. Thank you very much, Mr. Coulibaly. Merci beaucoup pour votre question. D'ailleurs, lors de mes recherches doctorales, j'ai lu beaucoup d'articles intéressants sur Kenya et que dans ma thèse, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir en tout cas de compléter en tout cas les insuffisances que j'ai constatées notamment au niveau de la communauté d'apprentissage du Mali, notamment avec une expérience des pays comme Kenya. Donc, je suis vraiment très, très heureux quand même d'échanger avec quelqu'un de Kenya sur cette question, en tout cas, parce que l'expérience m'a beaucoup intéressé. Voilà.
D'abord, pour la gestion du temps, je pense aussi qu'au Mali, ça a posé des problèmes parce que ça se passe au niveau primaire. On appelle ça les fondamentales 1 au Mali, où les enseignants, c'est-à-dire que c'est les anciens, ils donnent en fait les cours de toutes les disciplines, donc ils n'ont pas vraiment de temps libre. Donc, il a été décidé qu'on puisse en fait laisser un après-midi et qu'un après-midi en fait puisse se consacrer en quelque sorte à ce temps-là pour que les anciens n'aient pas, en tout cas, ne travaillent pas en tout cas dans les temps extrascolaires par rapport à ça. Voilà. Globalement, par rapport à la question du temps. Mais par rapport à la question des CO de Kenya, je pense que vous avez beaucoup de choses à apporter au Mali, notamment par votre expérience, parce que nous, notre communauté d'apprentissage est encore très jeune. Et en tout cas, pour l'instant, ça se passe vraiment au niveau des enseignants qui se réunissent pour identifier et remédier à leurs difficultés et éventuellement avec l'intervention d'un conseiller pédagogique. Le conseiller pédagogique au Mali, je ne sais pas si c'est exactement la même terminologie partout, mais c'est quelqu'un qui travaille au niveau déconcentré de l'éducation et qui intervient, c'est-à-dire qu'il y a un rôle de supervision et de formation auprès des enseignants. Merci, M. Coulibaly. Et je pense que l'intérêt de ce symposium, c'est justement d'avoir ce partage entre collègues d'espaces francophones, anglophones, lusophones. Et donc, on voit que les problématiques de l'enseignement n'ont pas de frontières, ni de langue, ni de géographie. Merci beaucoup. Et c'est tout l'intérêt d'avoir ce genre de rencontre. Monsieur, il y avait le monsieur derrière et après, ça sera vous, monsieur. Allez-y. Merci de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Tamo Fogué Yannick. Je suis professeur des écoles normales d'instituteurs au Cameroun. Ma question s'adresse au présentateur sur la pédagogie par pratique guidée et au présentateur sur la mise en œuvre d'un modèle de formation des enseignants d'université nouvellement recrutés. Est-ce que pour que cela permette vraiment d'améliorer la qualité des apprentissages en milieu universitaire, on ne pourrait pas penser en amont, on ne peut pas penser en amont, comme le préconise le référentiel TIC de l'UNESCO pour les enseignants, de privilégier d'abord une sorte d'alphabétisation technologique de ces enseignants afin de leur permettre vraiment d'approfondir les connaissances et de créer ces connaissances-là et pouvoir les transposer en utilisant les outils numériques. Merci. Donc, chers collègues, et ensuite, peut-être, oui, un commentaire. Je vous remercie pour la question. En fait, savoir comment est-ce qu'à partir de ce référentiel, on peut atteindre les objectifs, est-ce que ce sera efficace? Et si on n'avait pas pensé que ce serait plus justifié, plus efficace de commencer par alphabétiser, c'est-à-dire que doter les enseignants du supérieur de compétences, niveau TIC, étant donné que nous sommes à l'heure de la pédagogie numérique. La question vaut la peine. Mais je dirais ici que c'est parce que nous avons fait la présentation dans le cadre d'un PowerPoint. Il y a tous ces éléments-là. Parmi les familles de compétences, nous avons identifié que les enseignants débutants, et non seulement les enseignants débutants, les enseignants du supérieur en général, éprouvaient des difficultés. Il y avait justement l'application des TIC à la pédagogie. Comme vous dites, nous prenons par exemple le cas lorsqu'il y a eu la COVID-19, où il fallait maintenant mettre des cours en ligne, évaluer en ligne. La plupart même des enseignants qui ont eu des difficultés à appliquer les TIC à la pédagogie, c'était parfois les enseignants expérimentés qui ont eu parfois recours aux enseignants nouvellement recrutés. Ça veut dire que c'est l'un des aspects clés parmi les typologies des compétences que nous avons identifiées.
ce modèle, ce référentiel, cet outil que nous avons élaboré a la spécificité de ne pas partir des décideurs, parce que jusqu'à présent, le modèle actuel de formation est ponctuel. Ça veut dire lorsqu'on recrute les enseignants, c'est chaque université, chaque département qui décide de former les enseignants sur la base de... c'est pas basé sur une analyse, une évaluation au préalable des besoins. Qu'est-ce que les enseignants veulent? Et maintenant, la démarche de terrain nous a permis de savoir, parce que là, ce n'est pas une affaire de parler, de constater et de statuer que malgré que ces enseignants soient ponctuellement formés pour l'instant, ils éprouvent des difficultés à mobiliser les compétences, entre autres dans le domaine des TIC. Donc, nous avons pensé à ça. Merci, chers collègues. Merci. Est-ce que, chers collègues, vous souhaitez rajouter quelque chose? Bon, il peut être intéressant dans la formation initiale des nouveaux assistants au supérieur, bon, d'inclure une initiation à l'utilisation d'éthique. Mais l'éthique, il faut les considérer pour ce qu'ils sont, bien ce qu'elles sont. C'est juste des canaux. Ce n'est pas l'éthique qui va remplacer la pédagogie. C'est juste des canaux. Merci. Merci, chers collègues. Je voudrais juste, peut-être pour mes collègues francophones, nous avons, alors les anciens peut-être comme moi, l'Agence universitaire de la francophonie à travers les campus numériques qui a mené pendant un certain nombre d'années un programme qui s'appelait Transfert et donc qui était justement destiné aux universitaires pour mettre en cours, voilà, pour utiliser les nouvelles technologies. Mais c'est vrai que peut-être que l'urgence à l'époque n'était pas forcément la même que nous avons aujourd'hui avec la COVID-19. Dernière question, peut-être pour le collègue, et ensuite, nous devons, me dit-on, aller au lobby pour regarder des posters. Il y a une présentation de posters. En même temps, il y a une pause café, et juste ensuite, nous irons à la dernière session. Voilà, après cette pause café. Dernière question, chers collègues. Merci. Donc, ma question s'adresse à Mme Myriel, qui nous a exposé sur la formation des enseignants en milieu universitaire. Donc, on a très bien compris qu'il faut nécessairement un référentiel de compétences, mais j'aurais aimé entendre s'il existe déjà une institution de formation, parce que quand on parle de référentiel de compétences, il faut au préalable penser à l'institution ou à la modalité de cette formation. Merci, c'est ma préoccupation. Nous ne saurions dire qu'il existe pour l'instant une institution de manière formelle, mais ce qui tient encore lieu d'institutions de formation des enseignants du supérieur au Cameroun, c'est le milieu universitaire de manière générale. Bon, dans certaines universités sont en train d'implémenter des départements de pédagogie universitaire, comme c'est le cas à Yaoundé 1. C'est pour ça que vous allez constater qu'en guise de suggestions d'ordre théorique, nous avons parlé de l'effectivité de la mise en place du fonctionnement des centres de pédagogie universitaire pour l'accompagnement permanent de ces enseignants-là. Et c'est pour ça que nous avons dit que le modèle actuel de formation, il est encore formel. Il n'existe pas, il est encore ponctuel. Il n'existe pas encore un cadre formel, ni une documentation, une orientation formelle pour enseigner les enseignants du supérieur. C'est pour ça que nous avons pensé que monter un référentiel qui ne sera pas forcément rigide, mais tout au moins, comme il part d'analyse, de l'investigation, de l'évaluation des besoins sur le terrain, tel que déclaré par les enseignants eux-mêmes, ça peut être plus efficace s'il venait à être implémenté. Je crois que j'ai répondu à... Oui, merci, Monsieur le Président. Je dois peut-être compléter les réponses apportées par ma collègue Mireille.
en attirant son attention sur le fait qu'en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin et au Niger, les universités ont mis en place déjà des centres de pédagogie universitaire. Par exemple, quand vous prenez l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, ça fait déjà près de 14 ans que le centre de pédagogie universitaire d'assurance qualité existe. Et dès qu'on recrute une promotion d'assistants, quelles que soient les filières, on les regroupe pour leur donner une formation initiale. Hein, c'est cela. Et le Niger a suivi la même dynamique. Peut-être que nos collègues camerounais pourront venir peut-être en mission pour voir un peu comment ça se passe, quoi, afin de vous inspirer de notre expérience pour mettre en place vos propres centres de pédagogie universitaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Alors, pour la clôture, je vais passer la parole au secrétaire général de la CONFEMEN, donc la conférence des ministres de l'Éducation de la francophonie, donc qui va avoir une petite question et nous donner un peu une sorte de, à la lumière de différentes présentations, un peu le positionnement aussi de la CONFEMEN et ses recommandations sur ces questions. La CONFEMEN travaille beaucoup sur les questions de l'innovation et toutes les problématiques de politique éducative. Et donc, je vous passe la parole, Monsieur le secrétaire général. Oui, merci. Effectivement, tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'avais dit 2 questions. J'ai formulé une, mais j'ai oublié la seconde. Je constate que mon ami Jean-Claude n'a pas eu beaucoup de questions. Donc, je reviens pour lui poser cette question. C'est vrai que les méthodes… Par solidarité. Les méthodes nouvelles, c'est très intéressant. Mais quelqu'un avait posé la question tout à l'heure de savoir comment on évalue les bonnes méthodes. Alors, je voudrais savoir si, vous l'avez dit, vous avez dit c'est une méthode incontournable, une alternative incontournable par rapport au cours magistral. Est-ce que vous avez fait une étude comparée d'élèves qui auraient été accompagnés selon la mèche, je vais l'appeler comme ça maintenant, et puis ça va devenir, dans notre langage, on va citer la mèche, moi je veux qu'on aille dans ce sens. Et est-ce que vous avez fait une étude comparative? Est-ce qu'on arrivera jusqu'à la vendre, monsieur le secrétaire général? On la vendra à la conférence. On vendra la mèche alors. On va la vendre. Alors, donc, c'était un peu ça pour que vous nous disiez un peu, parce que je pense que c'est bien de pouvoir dire si des élèves qui ont suivi un enseignement purement magistral, comparé à ce que vous faites, ont une meilleure maîtrise des compétences et des connaissances qu'on veut leur transmettre. Je dois avouer que nous avions aussi, dans le cadre de l'élaboration du manuel de l'UNESCO sur la formation des adultes, que nous avons conduit avec 2 collègues de Madagascar et du Mali, nous avons utilisé à peu près cette méthode, c'est-à-dire on a donné un ouvrage que les étudiants s'appropriaient avec une série de questions, de travaux à faire qui font qu'ils étaient autonomes eux-mêmes devant l'apprentissage. Voilà. Donc, est-ce que ce genre de méthode marche et on peut l'adopter pour les universités? Donc ça, c'est ma question, peut-être conclure en même temps pour que vous puissiez finir. Remercier vraiment toutes les interventions et toutes les questions, parce que c'est un champ tellement riche que si on devait répondre à toutes les questions, on prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais nous avons inscrit la question enseignante comme un axe de notre plan stratégique 2022-2026. Madame Diallo l'a présenté. Nous voulons aller vers un document d'assurance qualité en formation des enseignants. Et nous voulons regarder non seulement les enseignants du formel, parce qu'on en parle beaucoup, mais on oublie quand même qu'il y a 40% de nos enfants qui sont dans d'autres structures et que les enseignants de ces structures doivent aussi être formés. Le préscolaire, c'est le grand parent pauvre de nos systèmes éducatifs, mais on ne parle jamais de la formation des personnes qui s'occupent de la petite enfance. Donc, je crois que c'est des aspects sur lesquels nous travaillons. Hein, monsieur Jacques-Claude était parmi nos consultants à la CONFEMEN. Nous avons une quinzaine d'universitaires, c'est une première avec laquelle nous avons travaillé à la CONFEMEN, et ça va continuer. Donc, j'exhorte tous ceux qui sont en train de travailler sur les questions d'enseignantes à rester en contact avec nous pour l'avenir. Particulièrement la communauté d'apprentissage, parce que j'encadre une thèse justement là-dessus. Et je voudrais mettre en réseau les gens qui travaillent sur cette approche innovante pour qu'on puisse vraiment fructifier le travail qui se fait à ce niveau. Je vous remercie, monsieur. Merci, monsieur le secrétaire général. Donc, je vais laisser mon collègue répondre à la question et après, je clôturerai cette session. Merci. Oui, merci, monsieur le président. Merci, professeur Abdelrahman Bramoussa, monsieur le secrétaire général de la CONFEMEN, pour cette question clé que vous avez posée. Je remarque que le collègue Ekoutou, qui avait abordé la même problématique, s'est absenté. Effectivement,
pour déterminer si une méthode est plus efficace que l'autre, il faut faire une étude comparative. C'est cela. Et le jeune collègue Koulibaly avait dit tantôt que si une méthode permet d'avoir de bons résultats, c'est une bonne méthode. Maintenant, il s'agit ici de comparer la mèche. D'ailleurs, Socrate disait, l'éducation ne consiste pas à remplir des bateaux, mais à allumer une mèche. Ici, mèche, c'est méthode d'enseignement des connaissances humaines. Voilà, la mèche. Effectivement, il nous est arrivé de comparer les résultats d'apprentissage des connaissances effectuées au moyen de la mèche et au moyen du cours magistral traditionnel. Je dois vous avouer que les étudiants, les apprenants qui ont étudié avec la mèche ont eu de meilleurs résultats, c'est clair. Pendant que traditionnellement même, ces promotions, il n'avait peut-être que 50% de résultats positifs à l'issue des examens. Dès qu'on a passé à l'utilisation de la mèche, les résultats sont montés à 75% à la session principale des examens. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une supériorité de la mèche sur... vous avez évoqué l'expérience que vous avez faite à Madagascar. Juste que si on entreprend d'autres études expérimentales, on aura des résultats encore plus concluants et qui vont nous permettre de vendre la mèche. Maintenant, sur la petite enfance, oui, c'est vrai, c'est un secteur qu'on a négligé, mais il y a de petits pas qui se font. Par exemple, au Bénin, nous avons au moins une école normale d'instituteurs qui est dévolue à la formation des enseignants du préscolaire. Merci. Merci, professeur. Et je rajouterai le préscolaire, mais aussi le non formel, les madrasas. Et je pense qu'il y a de belles expériences d'ailleurs qui existent et qu'il faudrait aussi pérenniser. C'est de pouvoir créer en fait des passerelles entre le système formel, le système qui est aussi formel, mais qui est religieux, ou différentes formes de systèmes d'enseignement pour que les élèves puissent se retrouver dans le cadre de mobilité personnelle, de passer d'un système à l'autre avec des fondamentaux, qu'elles soient en termes de contenu, en termes de langue, etc. Voilà, sur ces... Nous allons déjà commencer à prendre des actions pour la start-up Mèche. Mais vraiment, je pense que c'est aussi sur des fondements derrière qui sont ceux de l'autonomie et qui sont très connus. Et j'ai grand plaisir parce que moi-même, j'ai travaillé un petit peu sur l'autonomie, donc je retrouve beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu un regard très complet à travers deux systèmes, le système fondamental, donc on est sur au niveau primaire, secondaire, au niveau universitaire. C'est très rare d'avoir ces deux regards-là. Et je pense que je remercie vraiment tous les panélistes pour la qualité de leur intervention, pour le respect du temps. Et ils vous ont permis à vous, chers collègues ici présents, de poser un certain nombre de questions, de partager vos réflexions. Et j'espère que les conclusions, Madame le rapporteur, la rapporteure, on vous remercie aussi pour toutes les notes prises et nous souhaiterions que cette session puisse contribuer et jouer une part active dans les recommandations que le symposium fera à la fin de cette session. Merci beaucoup et n'oubliez pas la pause café, les posters